Bonjour à tous. La République et la démocratie sont en danger de mort. Je vais vous montrer qu'un vrai et bon président de la République aura l'obligation en 2022, après ça sera trop tard, d'activer l'article 16 de la Constitution qui lui donnera alors, par sa seule décision, sans contreseing aucun, sans demander l'autorisation, des pouvoirs exceptionnels et les moyens de sauver notre pauvre France. On verra dans l'épisode 4 plus tard exactement comment il faut agir pour sauver la France. Il n'y a pas 50 solutions. Oui, sauver la France et 2022, vous me direz, les carottes sont cuites. Si sur la ligne de départ, il n'y a que des cons, c'est un con qui gagnera. Et oui, effectivement, et si c'est le cas, alors notre pauvre France s'engluera dans une fin de régime à la fois sécuritaire et chaotique, ou dans des parlementations interminables d'assemblées constituantes dont l'impuissance à résoudre les crises marquera la fin de la République, ou dans un absurdistan tyrannique et une inféodation verte aux multinationales, ou dans une guerre civile, et dans tous les cas, c'est le sauveur fédéraliste qui achèvera la République. Si un vrai candidat se présentait, sa première obligation consisterait, en tant que candidat d'ailleurs, à faire un recours pour excès de pouvoir avant les élections ou un référé liberté pendant la période électorale visant à casser les décisions iniques du CSA qui obligent d'être connu, d'avoir remporté des élections, d'avoir des élus pour prétendre à passer dans les médias et donc à être connu des citoyens. Ces critères posés par le CSA sont antidémocratiques. Ils verrouillent le système du copinage malsain comme j'ai montré dans la vidéo sur le CSA. La vérité, c'est que le but final en démocratie, c'est que les citoyens puissent exercer leur pouvoir souverain en votant de façon libre et éclairée. Et dès lors, il convient de changer les critères d'accès aux médias pour les partis politiques en instaurant un forfait de passage médiatique pour que tous les électeurs aient une chance au moins réelle et sérieuse de connaître et comprendre les différences de programme et les conséquences de leur choix. Et alors seulement les critères du CSA ne violeraient pas toutes les règles démocratiques. Un vrai candidat devrait faire ça. Je note que personne ne le fait, même si certains le savent. On va donc avoir un président en 2022 qui achèvera la France sous son quinquennat. Comprenez bien comment tout s'emboîte pour comprendre comment on se fait piner. Comprenez bien que la Constitution est l'armature institutionnalisée du régime politique, lui-même armature institutionnalisée de l'État et lui-même armature institutionnalisée du corps social. Ce sont donc trois corsets qui maintiennent la cohésion dans la société en permettant d'organiser l'action de l'État, de légaliser les actes des gouvernants et de légitimer ces gouvernants. Si ceux qui dirigent la France n'ont aujourd'hui plus de légitimité, c'est parce qu'ils ont effeuillé puis arraché avec les dents les corsets du corps social, dépeçant la France pour arriver à l'os du corps social, alors sans défense, ce qui permettra au prochain président d'opérer la transition vers le fédéralisme européen qui marquera la victoire de la finance apatride et la grande défaite de la France. Oui, l'heure est grave. Il faudra donc au plus tôt, il n'y a pas d'autre choix pour sauver la République et la démocratie, mettre en œuvre cet article 16 de la Constitution qui prévoit, grâce à son fondateur, les moyens utiles pour le redressement de la France, des moyens grandioses de dictateurs de crise à la romaine, et c'est ce dont nous avons besoin, une politique forte, implacable, globale, non pas pour établir un pouvoir autoritaire dictatorial, on l'a déjà, mais pour rétablir un pouvoir d'autorité qui ressuscite la légitimité en mettant en œuvre non pas un programme politique, ni même un projet de société, mais bien un projet de civilisation au service du bien commun, au service de tous les citoyens héritiers du bien commun, tel que je le propose dans la saison 3. Pour sauver la France, il n'y a pas d'autre solution. Oui, nous en sommes là. Vous avez compris l'idée. Je vais donc vous démontrer que la Constitution impose au président de la République de mettre en œuvre l'article 16 pour sauver la France. Je reprends cet article rapidement. Il énonce « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. On voit donc que deux conditions doivent être réunies pour activer l'article 16. L'indépendance de la nation doit être d'abord menacée d'une manière grave et immédiate, et ensuite le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu. Voyons donc si la première condition est remplie. L'indépendance nationale directement et gravement menacée. Ça, c'est le fondement qui permet essentiellement aujourd'hui d'activer l'article 16. Alors, une remarque, on pense classiquement que l'indépendance se perd par la guerre d'invasion lorsqu'est portée atteinte à l'intégrité du territoire national, comme en juin 40. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que dit ce texte qui dissocie la menace grave et immédiate qui pèse sur l'indépendance nationale de la menace grave et immédiate qui pèse sur l'intégrité du territoire. On dirait pourquoi distinguer les deux cas. L'intervention du général de Gaulle, alors dernier président du Conseil de la 4e République devant le comité consultatif constitutionnel, l'ancêtre du Conseil constitutionnel, le 8 août 58, est éclairante. Il avait demandé lui-même à apporter des éclaircissements sur son projet de constitution et notamment sur l'article 16 pour lever toute ambiguïté sur la lettre et à la fois sur l'esprit du texte. Je cite, « Il faut que le chef de l'État ait la responsabilité de maintenir la légitimité républicaine et, en cas de guerre, l'indépendance et l'intégrité du territoire. C'est le bon sens, 99 fois sur 100, en pareil cas, l'homme qui sera à la tête de l'État ne sera guère porté à prendre lui-même une initiative de ce genre. Il faut que la Constitution l'y oblige. » Il faut que la Constitution l'y oblige. Le fondateur de cette 5e République le dit sans embâge que la Constitution l'y oblige. De Gaulle distingue en cas de guerre l'atteinte à l'indépendance et l'atteinte à l'intégrité du territoire. La rédaction finale de l'article 16 l'atteste par la conjonction de coordination ou. Pourquoi De Gaulle distingue-t-il l'indépendance et l'intégrité du territoire en cas de guerre? C'est simple, toute atteinte à l'intégrité du territoire est une atteinte à l'indépendance. Mais toute atteinte à l'indépendance n'est pas forcément le fait d'une atteinte à l'intégrité du territoire. Le reste de son intervention le confirme. Je cite, « À l'époque où nous vivons, où nous allons vivre, quand un nombre considérable de Français ne jouent plus la France, quand d'autres ont des arrière-pensées en tous sens, comment se dispenser de prévoir le cas ?» Ça ne vous fait pas penser à notre époque actuelle ? Il vise ainsi non les cas de guerre classiques avec armée d'invasion portant atteinte à l'intégrité du territoire, mais les cas de guerre sans invasion du territoire, les cas de guerre ouverte ou larvée faite à la France par des Français qui ne jouent plus la France, qui ont des arrière-pensées de soumission aux intérêts étrangers américains en l'espèce. Si quelqu'un objecte au vu de cette intervention de Gaulle que nous ne sommes pas en guerre, aujourd'hui, en 2021, alors la réponse se trouve dans le testament politique de François Mitterrand, qui dans le livre de Georges-Marc Benamou, le dernier Mitterrand, confié aux Français quelques mois avant de mourir, « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. La France est en guerre, dit le chef d'État, peu de temps avant de mourir, lui qui sait de quoi il parle, puisqu'il a vendu la France à l'Union des parasites européens, lui qui vient de passer 14 années à la tête de l'État. La France est en guerre, disait-il, sans qu'il soit pourtant, d'ailleurs, porté atteinte à l'intégrité du territoire par une invasion guerrière. Car c'est une guerre économique et pourtant une guerre à mort. C'est même bien plus. Parler d'une guerre économique, c'est une minimisation coupable. Une guerre totale est livrée à la France, contre la France. Une guerre non pas seulement économique, mais aussi financière, géopolitique, technologique, sociale, civique, médiatique, culturelle, juridique, institutionnelle et
politique. Alors la question, c'est l'indépendance nationale aujourd'hui est-elle gravement et immédiatement menacée ? Je rappelle, une menace grave et immédiate, c'est un signe, un indice sérieux qui laisse prévoir la réalisation d'un grand danger sans délai. Sur quel signe dès lors se baser ? Comment appréhender l'affaire ? La réponse mérite d'abord de cadrer le débat clairement. Il faut comprendre d'abord que l'indépendance, et l'indépendance seule, permet à la nation d'être en mesure de rechercher le bien commun, le bien de tous les citoyens, librement, sans entraves absurdes. L'indépendance est la capacité d'une nation à choisir son destin, c'est la non-soumission du peuple à une tierce volonté qui lui dicterait ses choix et son avenir. Et la souveraineté est le moyen par lequel l'indépendance se réalise. En résumé, la formule est la suivante. La souveraineté conduit à l'indépendance et l'indépendance conduit à la recherche du bien commun. Donc si l'indépendance de la nation est gravement et immédiatement menacée, c'est qu'il aura été nécessairement porté atteinte à sa souveraineté au niveau de la cause par des Français qui ne jouent plus la France. Et la conséquence, c'est que les pouvoirs publics n'auront plus les moyens d'accomplir leur mission de bien commun au niveau de la conséquence. Donc, si l'indépendance dès lors est menacée, c'est la formule suivante qui s'applique. Les leviers de la souveraineté sont détruits, l'indépendance est donc compromise et la mission du bien commun en conséquence est impossible. Autrement dit, si les pouvoirs publics n'ont plus les leviers de la souveraineté à leur disposition, nécessairement, l'indépendance nationale est gravement et immédiatement menacée et ils n'ont plus les moyens d'accomplir leur mission de bien commun. Voyons donc la seconde condition qui, si elle est remplie, emporte les deux conditions par relation causale. Le fonctionnement, deuxièmement, régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu. L'article 16 énonce que le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Si donc le président doit redonner les moyens au pouvoir public constitutionnel, Parlement, gouvernement, juge, de remplir leur mission, c'est que la seconde condition, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels interrompus, signifie qu'ils n'ont plus les moyens d'accomplir leur mission. Dans le texte de l'article 16, leur mission au pouvoir public constitutionnel, leur mission est au singulier, impliquant une appréciation en bloc, un oui ou un non. Quelle est la mission des pouvoirs publics ? La mission des pouvoirs publics constitutionnels, leur mission au singulier, leur seule mission pour laquelle ils sont mandatés par le peuple souverain, c'est le bien commun, parce que la France, en vertu de l'article 1er de la Constitution, est une république démocratique, dont le principe est, selon son article 2, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, dans laquelle, ainsi que l'énonce l'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Les 3 premiers articles de la Constitution de 1958 n'ont qu'un objectif, celui d'affirmer que la souveraineté nationale appartient au peuple en propre, qu'elle n'appartient qu'à lui, n'en déléguant que l'exercice à ses représentants, et donc logiquement, nécessairement, en conséquence, le peuple souverain exerce son pouvoir souverain pour choisir souverainement ses représentants par un contrat de mandat. Ce contrat de mandat est l'acte par lequel le peuple confie souverainement et expressément à des citoyens qu'il choisit selon un mode d'élection déterminé par la Constitution, l'exercice du pouvoir souverain qu'il possède en propre, faisant d'eux de simples mandataires, leur octroyant temporairement la compétence légale, l'autorité, la légitimité, et les moyens d'agir, la souveraineté, pour gouverner en son nom et pour son compte, par une délégation de pouvoir afin de diriger le peuple dès lors conformément au bien commun, pour son compte. Alors, qu'est-ce que le bien commun ? Le bien commun, comme je l'ai démontré déjà plusieurs fois, consiste d'abord à garantir l'accès de tous à la production, car tous les citoyens ont droit de satisfaire leurs besoins fondamentaux, protéger la population et garantir l'ordre public, car tous les citoyens ont droit à la sûreté, garantir la paix
et la cohésion sociale, car tous les citoyens ont droit de s'intégrer à la collectivité, garantir l'unité et l'indépendance nationale, car tous les citoyens ont droit de former un peuple uni, et garantir de vrais débats publics, politiques, nationaux, contradictoires dans un espace public libre, car tous ont droit de penser et s'exprimer librement. Garantir enfin un vivre ensemble civilisé dans le cadre d'un état de droit juste, car tous ont droit de ne pas être traités arbitrairement. Maintenant qu'on a vu ce qu'est le bien commun, voyons quels sont les moyens dont disposent les gouvernants pour accomplir les missions de bien commun. Leur mission de bien commun, au singulier. Ces moyens, ce sont les prérogatives de puissance publique, les leviers de la souveraineté. Pour l'homme, la capacité d'user de manière responsable de son libre arbitre le rend libre, et il en va de même pour la société, car sa capacité d'user de manière responsable de sa souveraineté la rend indépendante. La souveraineté est ainsi au libre arbitre ce que l'indépendance est à la liberté. Et oui, quand on parle, on doit savoir de quoi on parle, sinon on doit fermer sa gueule. Et de ce point de vue, j'invite tous les politiciens à fermer leur gueule. C'est d'abord la capacité de battre monnaie librement et de soutenir ainsi l'activité économique pour garantir l'accès de tous à la production. C'est ensuite la capacité de décider librement de la paix et de la guerre à l'international, de protéger le territoire national au moyen de la diplomatie et de l'armée, de protéger les citoyens par la capacité d'utiliser les forces de sécurité intérieure dans le cadre national pour garantir l'ordre public. La capacité ensuite de rendre justice en dernier ressort pour garantir la paix sociale et capacité de mettre en place des services publics pour garantir la cohésion sociale. C'est aussi la capacité de représentation, d'incarner la France, c'est-à-dire de s'imposer comme le chef légitime de tous les Français pour garantir l'unité nationale. La capacité ensuite de garantir un espace public de liberté pour garantir des débats publics nationaux constructifs dans le cadre démocratique. Et je rappelle que la démocratie, c'est avant tout un système de civilisation du conflit politique. Fini les armes, on se bat désormais à coups d'idées. La capacité, enfin, de faire des lois respectant le principe fondateur de tout droit juste, selon lequel tous les êtres humains ont une valeur égale, indépendamment de leur apparence, respectant également le principe en vertu duquel toute personne doit répondre, individuellement donc, de ses propres actes répréhensibles, indépendamment de son apparence pour garantir un vivre ensemble civilisé. Peu importe la cause de la perte au total des leviers de souveraineté, selon la lecture littérale de l'article 16, il indique simplement que l'indépendance doit être menacée gravement et immédiatement. Et je rappelle, une menace grave et immédiate, c'est un indice sérieux qui laisse prévoir la réalisation d'un grand danger sans délai. On parle donc d'indices sérieux qui laissent prévoir la fin de l'indépendance nationale dans peu de temps. Dans peu de temps, parce que quand l'indépendance nationale est morte, il n'y a plus de menaces pesant sur elle, du coup la partie sera finie. Et comme on est encore dans la République et pas encore entièrement absorbé par l'empire euro-atlantiste, il s'agit bien d'une menace. On veut déterminer donc quels sont les indices qui permettent de présager un grand danger menaçant l'indépendance de la nation, sans délai. Ces indices, ce sont l'état des leviers de la souveraineté. La question est donc, quel est l'état des leviers, des 6 leviers de la souveraineté? Voyons ça. D'abord, capacité de battre monnaie librement et de mettre en adéquation la masse monétaire avec la richesse réelle du pays et de soutenir ainsi l'activité économique pour garantir l'accès de tous à la production. Constat sans appel, levier abandonné progressivement entre 67 et 2002 du commencement de la destruction du circuit du trésor public à la monnaie unique. Enfin, soi-disant unique, l'euro. Et de plus, l'État viole le principe de liberté de concurrence posé par les traités de l'Union des parasites européens lorsqu'il soutient ses secteurs économiques, lorsqu'il promeut ses services publics. Et cet abandon continuera jusqu'à ce que l'État, court-circuité aujourd'hui
pour les fonds européens qui passent directement aux régions sans passer par lui, soit mis hors jeu de toute l'économie par le budget européen et hors jeu tout court à cause de la dette. Ensuite, capacité de décider librement de la paix et de la guerre à l'international et de protéger le territoire national au moyen de la diplomatie et de l'armée, de protéger les citoyens par la capacité d'utiliser les forces de l'ordre dans le cadre national pour garantir l'ordre public. Eh bien, les racailles, forcés de constater, ont cassé ce levier à l'international progressivement entre 1995 et 2009. Et depuis, ils mettent en place leurs outils de contrôle de population. Donc ils ont démoli les postes douaniers aux frontières avec l'espace Schengen en 1995, au nom de la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, qui sont l'essence de l'union des parasites européens, mondialistes, et donc supprimer les contrôles aux frontières, et donc supprimer les frontières aux menaces, entraînant la diffusion des menaces dans tout le territoire, entraînant alors la mise en place d'une réaction sécuritaire sans frontières et la fusion de la défense nationale et de la sécurité intérieure en continuum sécuritaire appelé sécurité nationale à l'américaine, conduisant à ce que les libertés publiques deviennent l'exception par le policing qui est le fichage et la surveillance, le contrôle de la population sur le territoire, de ses flux également. Ils ont réengagé la participation de la France au comité militaire et au conseil des ministres de la défense de l'OTAN en 1995, décidé la réintégration de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN le 7 novembre 2007, 5 semaines avant la signature du traité de Lisbonne. Et oui, la racaille sait bien faire les choses dans l'ordre quand elle le veut. Réintégration à l'OTAN votée le 17 mars 2009 par l'Assemblée nationale avant d'encastrer notre soumission à l'OTAN à l'article 42 du TUE qui a conduit la France à mener des guerres illégales et immorales en Libye, en Syrie, etc., accélérer la destruction progressive de notre industrie de défense par un processus qui se répète tout le temps, changement de nom, privatisation à vil prix, fusion sans protection des intérêts français, baisse de la part actionnariale de l'État, forte hausse de la part du capital flottant, perte de contrôle majoritaire sur cette industrie au profit de l'Allemagne et des États-Unis, et bis repetita en boucle. Ils ont liquidé la diplomatie en transformant les diplomates en managers et qui doivent composer avec les réductions budgétaires imposées par le système d'argent-dette et l'idéologie ultralibérale qui vise à tout privatiser. Et idem pour la sécurité intérieure et l'armée. Les racailles aux manettes de l'État ont ainsi retourné l'État contre le peuple. Ils veulent tout simplement casser le peuple. Et à ce titre, j'en profite pour dire, ce que personne ne dit, la question de l'immigration massive vers l'Europe, spécialement vers la France, en ce qui nous concerne, ce n'est pas une question idéologique de pour ou contre l'accueil des migrants qui cherchent une vie meilleure que dans leur pays respectif, ce n'est pas une question morale entre humanisme et défense de notre civilisation, ce n'est pas le cœur de l'affaire, tous ceux qui jouent la division et l'affaiblissement de la France, qui n'ont pas du tout ou pas réellement la France dans le cœur, s'arrêtent à ses sentiments. Non, la question n'est pas morale ni sentimentaliste, elle est politique, institutionnelle. Pourquoi ? Parce qu'une guerre est livrée à la France et aux autres nations européennes par les mondialistes qui ont bien compris que l'Europe est le terreau le plus fertile pour lutter contre eux parce que les citoyens ont un fort sentiment d'appartenance à leur communauté nationale respective. Si ces sentiments nationaux ne sont pas cassés, bien la souveraineté européenne ne sera jamais mise en place. C'est pourquoi Macron et ses comparses mondialistes n'ont qu'une seule idée en tête, concrétisée notamment avec cet outil qu'est le pacte des migrations de l'ONU, faire affluer vers les pays d'Europe des millions de personnes. Dès lors, vous comprenez que les guerres faites en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, que les révolutions de couleur ou de saison, ne sont que des entreprises de déstabilisation pour au final diluer les sentiments nationaux en mélangeant les populations. La conséquence, c'est quoi ? Le sentiment national s'éteignant alors
peu à peu, la démocratie sera un non-sens, la République une relique du passé, la racaille pourra alors établir sa gouvernance impérialiste sur la zone euro. Jules César n'a rien fait d'autre que ça, poser les fondements d'un empire en achevant la République romaine, parce qu'ayant conquis tellement de terres, la République romaine était devenue illégitime dans ce mode de gouvernement. Tout simplement. Je rappelle encore que Churchill appelait de ses vœux la venue du gouvernement mondial par plaque continentale au congrès de La Haye, au lancement du mouvement européen en 1947 dont il était président. La question n'est donc pas morale et humaniste, elle est politique et institutionnelle. Allons-nous perdre la démocratie et la République en laissant ces racailles déstabiliser tous les pays pour imposer leur ordre mondial impérialiste et nous priver de tout pouvoir de décision, nous asservir, nous soumettre à leurs ordres? Ils avancent toujours sous l'apparence, bien sûr, de motifs nobles, mais ne vous y trompez aucunement, ce ne sont que des racailles qui veulent diriger votre vie malgré vous, et la fin des haricots arrivera quand les traîtres qui nous gouvernent offriront le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU et la bombe atomique à l'Union européenne. Et là, le 4e Reich commencera. Ensuite, capacité de rendre justice en dernier ressort pour garantir la paix sociale et capacité de mettre en place des services publics pour garantir la cohésion sociale. Ce levier a été abandonné progressivement entre 1963 et 2008 par le mécanisme de la construction européenne, donnant aux juges de l'Union européenne, qui en fait ont abusé des procédures du traité de Rome sans que personne ne dise rien. De Gaulle a raté là d'ailleurs une grosse occasion de secouer le cocotier. Le juge européen a abusé de son pouvoir d'interpréter les traités et de sanctionner les manquements et les juges nationaux ont ensuite capitulé. Ensuite, vous avez la reconnaissance en 81 du droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme de 1950, ratifiée en 1974, qui constitue certes en théorie une avancée, mais en pratique subordonne le droit national à un droit de l'homisme absurde, je vous renvoie à la saison 1, et à un droit dit, entre guillemets, dit par des non-nationaux inféodés à une politique non européenne. Et la Russie, par exemple, a ainsi suspendu son financement à la CEDH ayant marre d'être la cible des Américains au moyen de la CEDH. Je donne quelques exemples. La France a été condamnée 6 fois pour avoir expulsé chez eux 6 étrangers. La CEDH interdit aussi les fouilles systématiques des prisonniers en prison. Non, faut faire des bisous câlins, c'est ça l'idée. Et a même condamné la France à payer 4 millions d'euros à un terroriste. Mais où va-t-on ? Et ça continuera jusqu'à l'avènement prochain d'une constitution européenne qui permettra enfin que les juges nationaux tirent leurs compétences de la Constitution européenne et non plus de la Constitution nationale, pouvant ainsi alors prévaloir, donc la Constitution européenne, sur la Constitution nationale, sans passer, donc en se passant de l'artifice de l'intégration des traités européens dans la Constitution qui demeure donc toujours et malgré tout la norme suprême de l'ordre juridique interne et qui manifeste que l'indépendance n'est pas encore entièrement perdue. Vous voyez cette contradiction fondamentale, les juges nationaux ne peuvent faire prévaloir les traités européens sur la Constitution, sinon, disait un constitutionnaliste, ils entreraient en lévitation. Car, tirant leurs compétences, comme j'ai indiqué, de la Constitution, eh bien, ils ne peuvent passer au-delà, au-dessus. Et dès lors que ça ne va pas, on modifie, les racailles l'ont bien compris, c'est la seule solution, la Constitution, entre copains, au Parlement, sans consulter le peuple, jamais. Capacité ensuite de représentation, c'est-à-dire de s'imposer comme le chef légitime de tous les Français pour garantir l'unité nationale. Abandonné progressivement depuis mai 68 jusqu'à aujourd'hui avec les gilets jaunes qui contestent à juste titre l'autoritarisme du méprisant de l'arrêt public qui gouverne contre le peuple ou même avec les militaires qui dénoncent ouvertement la lâcheté, la fourberie et la perversion du Macron
ou encore avec les policiers ou d'autres également. Je note qu'en 2017, niveau absence totale de légitimité, on était encore une fois bien servi. Aux élections présidentielles, au premier tour, les 3 candidats arrivés en tête n'avaient réuni tous ensemble pas la moitié des suffrages. Ils étaient à 49,70% de l'ensemble du corps électoral. Ça veut tout dire. Plus de la moitié des électeurs ne se reconnaissaient pas dans les 3 candidats de tête et un quart n'ont donné leur voix à aucun candidat. Un électeur sur 5,5 seulement a voté au premier tour pour le futur président, ne connaissant même pas son programme, votant seulement sur ce que les médias aux ordres avaient servi comme louange. Triste démocratie. Le premier parti de France, avec 24% des électeurs, c'est l'abstention, les votes blancs et nuls. Et 22% pour les seuls abstentionnistes, et je précise que 2% des Français qui ont exprimé leur choix de ne choisir aucun candidat ont pourtant vu leur vote comptabilisé dans les suffrages exprimés, contrairement aux abstentionnistes, ce qui signifie qu'ils ont voté sans le savoir à part égale pour tous les candidats. Et ça aussi, c'est une belle arnaque. Ensuite, capacité de contrôler un espace public libre pour garantir les débats publics et contradictoires nationaux afin que les citoyens forment librement leurs opinions politiques avant les élections dites démocratiques. Je parle pas du papivore Hersant qui régnait sur la presse nationale française en détenant 40%. Dans les années 70, j'indique simplement que l'espace public de liberté a été abandonné progressivement depuis la privatisation de TF1 en 87, sans qu'en contrepartie ne soit exigé le respect du cahier des charges établi en l'espèce, jusqu'à aujourd'hui où 8 milliardaires détiennent toute la TNT, hormis la télévision d'État qui est contrôlée par les copains, et qui détiennent 4 également principaux instituts de sondage. Les autres, c'est des fonds étrangers, une foultitude de magazines également et de presse écrite, dont la partie régionale est entre autres entre les mains des banques. Super. Ayant toute l'attitude dès lors pour tout cela déformer la libre formation des opinions politiques des citoyens en verrouillant toujours plus grâce aux mêmes copains les moyens de communication de toute nature, en oblitérant les vrais sujets également, et je ne parle pas de la censure multiforme qui sévit, ni du dévoiement complet de la pratique politique qui devient sociologique et qui transforme la démocratie, qui fondamentalement est la civilisation du conflit politique, réglé à coups de débats publics et contradictoires, en barbarisation du conflit politique avec des monologues successifs et plus de dialogue, et réglé par la violence qui débouchera sur la guerre civile inévitablement à cette allure. Enfin, capacité de faire des lois en tant que mandataire du peuple pour garantir un vivre ensemble civilisé. Levier abandonné progressivement depuis le traité de Rome de 57, avec une forte accélération en 92 du fait de la ratification du traité de Maastricht, le texte ayant été préalablement adopté par les parlementaires à une écrasante majorité, ouvrant la voie à la révision constitutionnelle. Autrement dit, le Parlement s'est sabordé. Philippe Séguin, dans son discours devant l'Assemblée nationale le 5 mai 92, dans le cadre d'une exception d'irrecevabilité qu'il soulevait contre le projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht, le montrait parfaitement. Aucune assemblée, disait-il, n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Et cet abandon a été continué par tous les autres traités depuis Amsterdam, Nice, Lisbonne, et continue encore et continuera jusqu'à ce que l'État devienne une coquille complètement vide. Les élites politiques, au total, ont donc sciemment réduit à rien les 6 leviers de la souveraineté, portant ainsi atteinte à l'indépendance du pays, supprimant en conséquence toute possibilité de recherche de biens communs. Autrement dit, la souveraineté est volée par les politiciens et abandonnée à l'Europe, l'indépendance est compromise, étant menacée
de façon extrêmement grave actuellement, non pas détruite parce que nous sommes encore malgré tout dans un régime républicain, même dénaturé, et la recherche du bien commun est largement rendue impossible, les pouvoirs publics n'ayant plus les moyens d'accomplir leur mission, autrement qu'en faisant semblant de faire quelque chose avec leur séquence de communication. En conclusion, les conditions pour utiliser l'article 16 sont réunies. C'est tout ce qui est utile pour sauver la France. Et ça est bien sûr un vrai président, pas trop con et honnête homme. Le reste, après, c'est de la littérature et de la procédure. Alors certains, au fait du truc, me diront « Oui, mais le président qui devrait prendre toutes les mesures utiles pour sauver l'indépendance de la nation devra nécessairement procéder à des révisions constitutionnelles. » Et tout le monde dit que le président ne peut réviser la Constitution lorsqu'il applique l'article 16. On verra qu'il se trompe et on verra la prochaine fois, pas tout de suite, ce qui devra impérativement être fait pour recouvrer la grandeur de la France pour sa paix intérieure et son rayonnement à l'international, et que tout ça ne sera certainement pas une partie de plaisir. Merci de votre écoute et à bientôt.